La schizophrénie selon Spider de David Cronenberg. Dans le temps du film, Spider sort d'une institution asilaire et revient dans le quartier de son enfance pour intégrer une pension de famille dans l'objectif de sa réinsertion. Le film associe des fragments de l'enfance à ceux du vécu actuel de Dennis, qui, attiré par ses dieux du passé, tente de recoller les morceaux de sa mémoire pour donner du sens à la folie qui le ronge. Même si le mot schizophrénie n'est pas dit dans le film, cette folie de Spider figure bien de la maladie telle qu'elle existe en dehors de l'écran. Alors Jeanne, alors Doc, c'est quoi la schizophrénie ? Le mot schizophrénie vient du grec schizo, qui veut dire fendre, et phrène, l'âme. C'est donc une maladie définie par un ensemble de symptômes coupant le sujet de la réalité comme de lui-même. Bien, commençons par l'examiner, ce Spider. Dès son apparition à l'écran, on peut observer de lui une certaine étrangeté, comme un décalage. Ses postures, sa façon de marcher sont bizarres. Les mimiques de son visage sont comme figées. Puis il marmonne des bouts de phrases, il inscrit dans son carnet de façon désorganisée un langage incompréhensible. On définit comme syndrome dissociatif cette façon d'être et de faire qui dénote de ce que l'on attend habituellement d'un individu. En somme, de ce qui pourrait être défini comme la norme. La norme ? Vaste débat, monsieur le docteur Zepam. Madame Alistou, mais j'ai pas terminé. Je croyais que les psychologues étaient là pour écouter, pas pour interrompre. Donc je disais, il y a d'autres types de symptômes de la schizophrénie chez Spider. Il y a les symptômes dits positifs, ces productions psychotiques qui viennent en plus, comme les hallucinations, les idées délirantes. C'est bien figuré dans le film, notamment en ce qui concerne les émanations de gaz qu'il perçoit dans sa chambre. Et puis il y a les symptômes dits négatifs, ce qui vient du déficit, ce qui est en moins. C'est le cas notamment dans sa présentation, son hygiène, ses capacités sociales et affectives, et puis tout simplement le repli global qu'il a sur lui-même. Oui, enfin, c'est bien beau, mais Spider, c'est quand même pas qu'un tas de symptômes. En les isolant les uns des autres, c'est comme si tu le découpais en petits bouts. Comme s'il n'était pas déjà assez découpé. Spider, c'est un sujet dans un environnement, non ? C'est à nous d'entendre une histoire, là où les souvenirs sont en fait très morcelés. Il est enfant unique, élevé par sa mère, son père semble assez absent. Les scènes dans la maison nous montrent une relation fusionnelle entre mère et fils. Mais une ambiguïté est bien présente, puisque la mère, à certains moments, semble préoccupée par son mari et abandonne son fils. On voit que le monde de Spider semble assez réduit. Il est seul, il y a peu d'affect. L'imaginaire, finalement, tourne autour de l'histoire de l'araignée et de ses jeux de ficelle. Ok, c'est bien joli tout ça. Mais pour comprendre Spider, il faut bien qu'on se base sur les connaissances que l'on a de la maladie. On sait que la schizophrénie touche environ 1% de la population, se déclare généralement à l'âge de jeune adulte, et dans le monde entier va toucher invariablement aussi bien les riches, les pauvres, les hommes, les femmes. D'un point de vue individuel maintenant, on a la notion de vulnérabilité, comme une fragilité. C'est d'abord une prédisposition génétique. En ce qui concerne l'éclosion des symptômes, ce qu'on appelle la décompensation psychotique, eh bien on peut se représenter les choses à la manière d'une balance, avec d'un côté cette vulnérabilité, cette fragilité, qui vient être chahutée de l'autre côté par des facteurs environnementaux défavorables, tels que le stress, le manque de sommeil, la prise de toxiques, notamment le cannabis, et bien sûr les facteurs d'ordre psychologique. En ce qui concerne la psychologie de Spider, tu disais quoi déjà ? Avant que tu ne m'interrompes brutalement, je parlais de l'araignée, enfin de Spider. Enfin, on ne sait plus vraiment qui est qui dans cette histoire. Cette confusion, d'ailleurs, me fait penser aux symptômes dont tu parlais avant. Parce que justement, le symptôme, en tant que formation de compromis, nous parle de la personne, de son histoire, de sa souffrance. Ici, les hallucinations ou formations délirantes de Spider nous parlent de ce qui n'a pas pu être élaboré à l'intérieur, parce que trop angoissant, trop destructeur. Ça se retrouve projeté à l'extérieur sous forme perceptive. Ok, d'accord. Mais ça raconte quoi, ces hallucinations ? Les images, souvenirs de Spider ont tout un caractère sensoriel brut qui domine. Le sexuel, la transgression, dans leur aspect effractant et traumatique, sont présents partout. Enfin, ce sont surtout les personnages féminins d'ailleurs, qui sont hypersexualisés. Bien qu'imperceptible dans les réactions de Spider enfant, qui est comme lycée, on peut imaginer que l'excitation ne trouve pas de limite, ce qui confère un caractère extrêmement dangereux au fantasme. Finalement, il n'y aurait pas de différenciation entre fantasme et réalité. Je désire ma mère, je couche avec ma mère, mon père est jaloux, il tue ma mère, je tue ma mère. Du sexe, toujours du sexe. Mais vous pensez qu'à ça dans l'analyse ? Bon, il est clair que Spider souffre d'une perte de consistance de sa pensée, une perte de cohésion. À l'image de ce verre brisé d'ailleurs qu'on voit bien dans le film, quand le psychiatre la reconstitue sous la forme d'une toile d'araignée, comme si les liens tissés pouvaient permettre de recoller les morceaux. Le Spider seul, lui, ne parviendra pas à reconstituer le puzzle de son existence. Dans l'éclatement de sa pensée, eh bien, il faut se figurer que l'espace qui sépare chaque pièce souvenir de ce puzzle
correspond à un niveau d'angoisse. Les idées délirantes, comme une forme de néo-réalité, vient se loger là, justement pour essayer de recréer une logique, une consistance à l'ensemble et décharger ainsi de l'angoisse. Et il est clair que la psychiatrie a un rôle à jouer dans cette fonction de contenance lors des décompensations psychotiques, pour agir à la manière d'un moule ou du ciment qui pourrait redonner de la consistance à la pensée malade. Et bien entendu, en parallèle, il faut aussi pouvoir restituer du sens à la crise. C'est là qu'intervient la psychothérapie. Ah, je suis contente de te l'entendre dire. Tu parles de contenance, mais c'est quoi? Il s'agit de proposer des dispositifs qui permettent de consolider l'enveloppe psychique et corporelle poreuse des patients psychotiques. On voit comme celle de Spider est fragile. Il tente de se contenir dans ses multiples couches de chenilles. Pour penser le soin, il faut porter son attention sur l'aspect processuel ou dynamique de la pathologie. On parle de processus justement parce qu'une reconstruction, au sens de ce que tu évoquais, est possible. L'accompagnement, le soin, passe par une rencontre avec l'autre et sa parole, un objet, potentielle source de réorganisation. Enfin, c'est pas si simple que ça. D'ailleurs, même si Spider trouve à un moment la force et l'esprit de retourner sur les traces de son histoire, ça ne dure pas. Le passé s'invite dans le présent. Ses vécus infantiles sont comme réactualisés. Un chemin qui mène à la répétition. Il tisse sa toile pour réinstaller la scène. Il trouve les outils du crime et distribue le rôle de mère à Madame Wilkinson. Face à elle, au moment de la tuer, le psychodrame agit « What have you done ?» Comme Spider enfant, il rejoint l'hôpital. Alors Doc, Spider, c'est un schizophrène, un meurtrier ou les deux? Bien, alors il faut déjà rappeler ici que tout ceci n'est que du cinéma. Dans la réalité, les schizophrènes sont largement plus les victimes que les auteurs de ces violences. Ils la subissent 10 à 15 fois plus pour une surmortalité 2,5 fois plus élevée. Et c'est d'ailleurs pour eux-mêmes qu'ils sont le plus dangereux, puisqu'un schizophrène sur 2 va réaliser durant son existence une tentative de suicide et que malheureusement 15 à 20% va en mourir. L'association des maladies psychiatriques à la notion de dangerosité existe et se propage depuis la nuit des temps de façon épidémique. La peur de l'autre est un phénomène irrationnel, bien plus puissant que nos capacités intellectuelles à convenir de la réalité des chiffres. La correspondance systématique que représente l'habit du fou dangereux vient bien caractériser un phénomène que l'on appelle stigmatisation des maladies psychiatriques. C'est un phénomène qui vient alourdir la maladie elle-même, son pronostic, par la mise à l'écart qu'elle représente socialement, comme une double peine finalement. Si le crime et l'étrange font bon ménage, comme ingrédient cinématographique en tout cas, l'idée n'est certainement pas d'aseptiser les scénarios, mais bien de s'informer, de se sensibiliser et d'échanger autour de la réalité des maladies psychiques pour éviter de tomber dans le panneau. Isn't it? Ça vaut donc le coup de raconter des histoires? Et pas des salades.